Année 2014, je découvre un nouveau jeu, les levées de fonds. Cette année-là, c'est la première. Et à ce moment-là, je ne le savais pas encore, mais on mettait le doigt dans une machine qui s'est un peu emballée. À partir de là, la taille de l'équipe a doublé chaque année. Et si ça n'a pas l'air impressionnant comme ça la première année de passer de 3 à 6, eh bien quand ça se poursuit chaque année, c'est ce qu'on appelle une croissance exponentielle. Et donc j'ai rapidement compris que le rôle de CTO, mais en fait surtout le rôle de créateur d'entreprise, eh bien c'est de savoir recruter. Alors je l'avais déjà fait pas mal de fois, hein, mais recruter en start-up, c'est différent. En fait, une start-up à ses débuts a exactement les mêmes contraintes que les petites entreprises. Pas de notoriété, personne ne vous connaît. Le budget est limité, donc les salaires sont pas forcément compétitifs. L'avenir est incertain, la boîte peut mourir à tout moment. Et puis après, il y a tout un tas de clichés un peu gras sur le monde des startups, à base de caricatures sur les baby-foot, teintés d'exploitation de jeunes gens crédules. Alors c'est pas que des clichés infondés, hein, mais heureusement c'est pas que ça, même si ça pourrait faire l'objet d'une autre vidéo. Donc voilà, ce qui m'intéresse vraiment aujourd'hui, c'est de parler des tout premiers employés de start-up. Comment faire? Comment trouver les premiers inconscients prêts à se lancer dans ce genre de paris risqués? Comment être compétitif par rapport au big tech ou au scale-up bien établi? Quel type de personne il faut vraiment chercher? Et accessoirement, vu par l'autre bout du prisme, est-ce que vous seriez prêt pour travailler en start-up? Enfin, selon mes critères en tout cas. Bref, c'est de tout ça dont j'aimerais parler aujourd'hui. On dit souvent qu'il faut commencer par le qui. Start with the who. Non, alors, pas lui. Et pas eux non plus. Bon, on va peut-être arrêter avec les blagues nulles. Bon, start with the who. L'expression vient du bouquin Good to Great de Jim Collins. Et en substance, l'idée c'est plutôt contre-intuitif, hein, j'imagine, mais c'est qu'avant tout de faire démarrer le bus et de choisir la direction, il faut faire monter les bonnes personnes dans le bus. Oui, l'idée c'est de faire une analogie entre un bus et une entreprise. Bon, et l'idée derrière le fait de faire monter les bonnes personnes dans le bus, c'est que si les gens montent dans le bus à cause des autres personnes qui y sont, et non pas à cause de la destination, alors c'est beaucoup plus facile de changer de direction si nécessaire. Et puis surtout avec les bonnes personnes, on finira toujours par trouver la bonne direction. J'ai mes quelques réserves sur cette analogie, parce que déjà je pense que les gens viennent pour une vision, donc une destination, mais c'est vrai que quand même faire monter les bonnes personnes dans le bus, c'est au moins, voire plus important que l'idée de départ. Bon, et accessoirement, je préfère la vision du bateau à la place du bus, il y a un peu plus de postes, un peu plus de diversité dans les rôles. Dans tous les cas, l'idée, la vision, je pense qu'il en faut une au démarrage, mais elle va évoluer. Et c'est justement avec les bonnes personnes qu'elle va s'améliorer. Et surtout, sans eux, rien ne se concrétisera jamais. C'est les gens qui feront la différence entre l'idée et la concrétisation de l'idée. Bon, en plus de ça, les personnes qui deviennent les premiers employés deviennent aussi les piliers, les gardiens de la culture d'origine, au même titre que les fondateurs. Bref, pour toutes ces raisons-là, je suis pas très fan des startups qui démarrent en déléguant la création du produit à des agences. Alors je dis pas que c'est impossible de faire ça, mais pour moi, c'est un peu comme se tirer une balle dans le pied avant de commencer à courir. Et je crois pas connaître une seule boîte du Next 40 qui est démarrée comme ça. Et deuxième point, j'insiste beaucoup là-dessus, mais c'est aussi pour ça qu'on ne délègue pas cette tâche. Bon, ce que je veux dire par là, c'est par exemple, moi je suis assez contre le fait de passer par un cabinet de recrutement à cette taille d'entreprise. Déjà parce que, pour une question de budget, c'est assez évident que c'est absurde d'aller claquer entre 15 et 25 cas par recrutement quand on n'a déjà pas beaucoup de ronds. Mais aussi parce qu'il faut apprendre à recruter correctement avant de filer ce job à quelqu'un. Sinon, comment est-ce qu'on va savoir qu'il est bien fait ce job? J'ai donc vu passer et interviewer la totalité des candidats dans la tech jusqu'à peut-être 2020 ou 2021. Et au-delà de la tech, même si j'ai pas participé à tous les recrutements, j'ai été impliqué pour pas mal d'entre eux quand il s'agissait des postes clés. Quant à Vincent, le CEO, je pense que lui, il a dû voir par contre tous les recrutements jusqu'à au moins la 100e personne. 100, c'est une frontière. On en reparlera une autre fois. Bref, pour récapituler, les premiers employés sont cruciaux, et en tant que CTO, c'est notre responsabilité de créer la culture d'entreprise, et donc de faire monter les bonnes personnes dans le bus. Ou le bateau. Moi je préfère le bateau. Et si je parle de culture, c'est pas pour rien, on dit souvent que la culture mange la stratégie au petit-déj. Mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Maintenant, parlons des personnes elles-mêmes. C'est qui ces gens? Tout type de profil confondu, et là je parle pas donc que des techs, j'ai quelques principes de base qui m'ont un peu guidé sur les recrutements que j'ai pu faire en startup. D'abord, et là je paraphrase Alexandre Astier, j'aime bien embaucher des gens avec qui je serais prêt à faire un resto. Mais ça compte énormément, et je plaisante à moitié, c'est-à-dire que je ne bosse pas avec des gens avec qui je ne voudrais pas déjeuner. C'est ma règle. Personne n'a envie de passer un mauvais moment au boulot vu le temps que ça prend sur la totalité de sa vie. Alors peu importe que les gens soient très malins, hein. Donc j'ai essayé de ne pas prendre de brillant jerk, comme on dirait en anglais. Je sais que ça peut être super tentant, hein, les génies un peu talentueux mais très toxiques, mais non, c'est pas une bonne idée. C'est quelqu'un qui finira par handicaper la croissance de l'équipe, qui sera un repoussoir pour les prochains arrivants, ou qui fera partir ceux qui sont déjà là, ou même pire encore, qui sera le noyau d'une culture toxique qui finira par s'installer dans la boîte. Deuxième critère, la capacité d'adaptation. Je faisais systématiquement le même discours à chaque nouvelle recrue. Ce qui ne va pas changer, c'est que tout va constamment changer tous les 6 à 10 mois. Donc chaque personne qui rejoint une startup doit accepter que ce qui a été fait il y a 6 mois doit être refait. Ça inclut votre job aujourd'hui
dans 6 mois, lui aussi, on va le remettre en cause. Donc pendant le processus de recrutement, moi j'aime bien essayer de repérer les petits détails qui montrent que la personne n'est pas compatible avec ça. Les personnes par exemple qui ont l'air de ne pas aimer le changement, enfin disons, on peut aimer la stabilité, mais il y a quand même des limites. Ou toutes les personnes qui ne semblent pas à l'aise avec la remise en cause, le fait d'accepter de remettre son travail en question, de recevoir des critiques, ou qui ont l'air de ne pas savoir les formuler aussi, c'est-à-dire eux quand ils donnent un feedback, parce que c'est une compétence de savoir le faire. Bref, la capacité d'adaptation. Alors c'est un peu plus large que ça, mais vous avez compris l'idée. Et le troisième critère, c'est la culture produit. J'ai recherché des personnes avec une culture produit et pas une culture de service. Donc ça suppose une approche bien spécifique en termes d'identification et de résolution des problèmes. J'essaie de repérer ces petits moments où tu sens que la personne elle peut penser en dehors de la boîte, avec une approche produit, et pas juste en optimisant quelque chose d'existant. Pas juste en essayant de coller un truc un peu numérique sur un process manuel déjà bien en place. Ce troisième critère, il est un peu à nuancer parce qu'il peut s'apprendre. J'ai embauché plein de gens venant de SN et qui ont très bien fait la transition entre le monde du service et le monde du produit. Mais je vais quand même essayer de repérer ce petit truc en plus. Et pour certains postes, je dirais même que ça va être rédhibitoire de ne pas le sentir. Tous les postes produits et design par exemple. Bon, ça c'était les critères un peu généraux, mais pour les profils tech en particulier, j'en ai d'autres. Bon, forcément, les personnes que j'ai le plus recrutées, c'était surtout des techs, tout corps de métier confondu, Ops, Front, Back, etc. Et dans l'ensemble, j'ai recherché certaines caractéristiques. C'est sans doute transposable pour les autres métiers, mais voilà, dans le doute, puisque je connais évidemment pas aussi bien les autres jobs, je vais m'abstenir de généraliser. Premièrement, au début, j'ai surtout recherché la polyvalence. Ça a un nom dans le recrutement, vous en avez peut-être entendu parler, on parle de profil en T. Ce sont des personnes avec une expertise, la verticale, la barre verticale du T, et un large panel de compétences généralistes, la barre horizontale du T. Quelqu'un qui n'a pas la barre verticale, c'est un très bon théoricien, mais ça pose problème en startup parce qu'on a besoin de gens qui savent faire les choses. Quelqu'un qui n'a pas la barre horizontale, c'est quelqu'un qui a tendance à avoir un peu tous les problèmes comme des clous. Petite parenthèse, le début d'une startup, c'est rarement le moment pour les hyper spécialistes. Alors je pense aux Ops, Data Eng, experts en cybersec, voilà. Toute cette catégorie de personnes-là, c'est souvent des gens qu'on va voir arriver plus tard. Sauf si, bien sûr, leur expertise correspond au cœur d'activité de la startup. Si vous faites une startup dans la cybersec, vous aurez un expert en cybersec au début, c'est évident. Bon, mais c'était pas le cas de Malte, c'était pas une boîte spécialisée en cybersec, pas de spécialisation non plus en data eng, etc. Mais c'est pas pour autant qu'on peut se passer entièrement de ses compétences. Donc c'est là qu'intervient cette fameuse polyvalence. Dans l'idéal, j'ai essayé de rechercher des personnes avec un petit peu de compétences, un peu d'appétence sur l'un de ces domaines, cybersec, Ops, Data Eng, etc. J'ai eu par exemple plusieurs personnes avec une casquette back et front, parfois Ops. Moi-même, j'ai fait de l'Ops et de la Data Engineering. Il y a également eu des très bons devs avec une forte appétence cybersec. Donc voilà, vous avez l'idée. Le premier critère pour moi, c'était la polyvalence. Le second critère, c'est la capacité à porter un projet de A à Z. Alors en anglais, on va parler d'ownership. Et il n'y a pas, je trouve, de traduction vraiment satisfaisante en français. Mais en gros, je vais rechercher des gens qui se sentent concernés de l'idée à la mise en production et même après. Alors, est-ce que c'est utile? Est-ce que ça marche? Est-ce qu'on pourrait faire encore mieux? Etc., etc. Voilà, toutes les questions qu'on est censé se poser quand on crée un produit. Donc évidemment, ça veut dire que j'évite au maximum les personnes qui ont tendance à construire des murs entre ce qui ressort de leur attribution ou pas. Ce qui a tendance à être le cas, je vous le cache pas, des personnes qui ont passé beaucoup de temps dans des grandes équipes. Vous savez, les fameux c'est pas sur la fiche de poste, moi j'ai commité, j'ai pas testé, je pensais que c'était en prod, j'ai pas regardé. Tout ça, c'est un peu des signaux négatifs et pour une startup, c'est totalement inapproprié. Donc si je résume un petit peu, à cette étape, je recherche donc des gens polyvalents, pas uniquement théoriciens, donc qui n'ont pas peur de mettre les mains dans le cambouis, avec une capacité à s'approprier les sujets dans leur globalité et qui peuvent être autonomes. Maintenant, dernier critère, et celui-ci va faire grincer les dents, j'ai essentiellement recruté des personnes avec expérience, c'est-à-dire des seniors. J'aime pas ce mot-là, on dirait qu'on me parle un peu de pré-retraité, mais voilà, c'est le mot consacré de l'industrie. Alors, je sais que c'est un choix qui peut être discutable pour certains, mais pour ma part, je ne recommande pas l'embauche de juniors dans les premières étapes d'une startup. Bien sûr, je sais que cette phrase, elle va faire bondir quelques-uns, notamment si vous êtes junior, parce que ça semble un peu injuste, parce qu'il y a des gens juniors qui sont très forts des fois, et aussi peut-être parce que vous avez démarré vous-même en junior dans une startup, donc vous êtes la preuve vivante que je raconte un peu n'importe quoi. Ah, donc, évidemment, je corrige un peu, c'est possible d'avoir des jeunes diplômés en startup, et certains sont même à l'origine de très belles boîtes, je parle même de fondateurs qui étaient, entre guillemets, juniors quand ils ont commencé. Mais c'est un pari. Et toutes les startups, elles n'ont pas le budget pour faire des paris. Il faut bien comprendre que l'environnement startup a des contraintes fortes. Et l'une des premières contraintes, c'est le budget à disposition. Et dans le budget, j'inclus le temps disponible. Une startup n'a pas le temps et le budget pour former des gens directement après l'école. Alors, quand je parle de budget, je vais donner un exemple parce que ça sera plus facile à comprendre. J'ai recruté surtout des seniors pour avoir des gens plus autonomes et pour retarder au maximum le besoin d'embaucher des managers. Donc en 2020, j'avais 35 personnes en direct sans aucun manager, grâce à cette fameuse autonomie dont je parlais. Il faut savoir qu'en général, la norme, c'est plutôt un manager pour 10 personnes au début, et dans une grande boîte, ça peut même être un manager pour 5 personnes. Mais ça coûte cher, bien sûr. Et je parle pas uniquement de salaire, ça coûte en relais de communication, ça déforme le signal. Ça coûte en processus, parce que qui dit manager dit qu'on commence à mettre en place des process. Et ça, c'est un truc qui a tendance un peu à tuer l'innovation. Donc faut l'éviter.
ou le retarder. Et par la suite, dans tous les cas, parce qu'il y aura des managers qui vont venir dans la boîte, il va falloir limiter les effets négatifs. Bon, ça, on en reparlera une autre fois. Et avant qu'on me fasse la remarque, oui, enfin, avec 35 personnes en râteau, ça devait pas être super sympa de bosser avec toi, tu devais t'occuper très mal des gens. Bon, déjà, je rappelle un truc, puisqu'on parlait de profil type tout à l'heure. Ceux qui veulent bosser en startup, c'est souvent aussi pour éviter de retrouver des structures hiérarchiques trop lourdes. C'est pas un bug, c'est une fonctionnalité, comme on aurait coutume de dire. Et pour corroborer ça, je répondrai aussi qu'il y a eu uniquement un départ volontaire en 6 ans, entre 2014 et 2020. Donc ça a tendance à confirmer ce que je disais, c'était quand même ce qui était recherché. De mon côté, j'ai essayé de créer une équipe assez plate, c'est-à-dire avec peu de niveau hiérarchique, et la possibilité pour tout le monde de s'impliquer et de participer aux décisions. Et c'est bien cette liberté-là, qui ne doit pas être confondue avec l'indépendance, qui a séduit. Sans parler que permettre à chacun de s'impliquer dans la résolution des problèmes d'équipe, ça crée aussi une dynamique de groupe, et ça développe le sens de l'ownership dont je parlais avant. Comme quoi, voilà, tout est un peu lié, quoi. Par contre, j'aurais eu plus de mal à faire ça avec des juniors, parce qu'il faut plus d'accompagnement et de mentorat. J'aurais eu besoin de managers intermédiaires, et dans ce cas, j'aurais recruté moins de contributeurs individuels. Donc, in fine, j'aurais perdu en vélocité, ou bien il aurait fallu que l'ensemble des plus expérimentés prennent du temps de mentorat. Et ça aussi, c'est très coûteux. Bon, alors évidemment, dans les faits, il y en a eu des gens un peu plus jeunes. Et d'ailleurs, jeunesse n'est pas forcément égale à junior, enfin bref, il y a tout un débat là-dessus. Mais donc, c'est arrivé, on a eu des gens un peu plus juniors. Et les seniors, certains, ont fait du mentorat. Mais j'ai recruté pour créer une équipe avec un ratio de seniors très haut, pour que ça soit pas handicapant. Puis enfin, toujours sur le même thème, j'ai recherché des gens qui privilégiaient l'efficacité à la débauche d'énergie. Et justement, moi j'aime bien le fait qu'un senior il ait des contraintes, parce que je sais pas, un tel a une vie de couple, un tel a des enfants, des activités sportives, etc. Quand une personne a des contraintes, cette personne est aussi plus intelligente dans la gestion de son temps pour faire cohabiter ses contraintes avec sa vie perso. Lorsque par exemple moi je devais aller chercher mon enfant à l'école à 17h au début de Malte, je me creusais la tête pour être le plus efficace dans mon travail, de façon à finir dans les temps. Et plus jeune, et je le sais parce que je l'ai fait, j'aurais bossé jusqu'à 23h, j'aurais fini en burn-out au bout de quelques mois. Et c'est pas ça que je recherche. Alors je sais que c'est un peu contre-intuitif, notamment parce qu'en startup on vous dit toujours qu'il va falloir bosser plus de 60 heures par semaine pour être successful. Bon, mais moi c'est pas le nombre d'heures qui m'intéresse, mais la qualité de ces heures, et je cherche des gens qui soient là sur le long terme. Alors attention, je veux pas que ce soit trompeur quand je dis ça, l'investissement en startup est important, les heures sont intenses, bien plus que dans d'autres jobs que j'ai fait en grande boîte. La startup où on se la coule douce, elle n'existe pas, ou alors pas longtemps. Mais c'est pas pour autant que c'est du présentéisme à tout prix et des burn-out. Donc faut bien faire la part des choses. Je dis pas que c'est le paradis en startup et je suis pas en train de vous décrire une équipe qui n'existe pas. Simplement, il y a un équilibre à trouver. Et d'ailleurs, c'est en partie aussi la différence que je fais entre une culture produit et une culture de service. Dans le service, on vend du temps passé. Moi, je recherche des têtes bien faites et des résultats. Bon, ce sujet, il est très vaste. On reviendra là-dessus dans une autre vidéo où on parlera équilibre pro-perso. Petit spoiler, c'est une notion qui, selon moi, n'a pas de sens, mais voilà, on en reparlera une autre fois. Bref, c'est aussi pour ça que j'ai plutôt recruté des seniors. Résultat versus temps passé. Alors, je me rends compte, en faisant cette vidéo, que c'est déjà assez long, et il y a encore pas mal de sujets à traiter. Techniquement, comment on recrute? C'est quoi le processus? C'est quoi les facteurs clés qui permettent d'être meilleur dans l'exercice? Comment on attire des gens dans un contexte de start-up? Est-ce qu'il faut payer au-dessus du marché, filer des parts, ou au contraire payer moins que le marché? Ça en fait des sujets. Eh bien, pour tout ça, je vous propose d'attendre la prochaine vidéo dans 15 jours, comme ça évite d'avoir une grosse vidéo de 1 heure. C'est plus digeste, pour moi comme pour vous. Entre temps, je me rends compte que j'ai plusieurs fois dit, on verra ça dans une future vidéo. Alors, ce sont des pistes pour des futurs sujets. Et si certains d'entre vous sont plus intéressés par certains sujets plus que d'autres, c'est l'occasion, en commentaire, d'aller un petit peu peser dans la balance pour influencer la feuille de route des prochains mois. Et bien sur ce, vous pouvez retourner à une activité normale. Allez, bye.